de parole. Et M. Rickner a raison de mentionner le mandat de Rudolph Giuliani. Nous aussi, on travaille dessus dans notre think tank sur comment Giuliani a repris le contrôle de la ville de New York. Il y a plusieurs points qui sont intéressants. Déjà, un, c'est la théorie de zéro vitre brisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paris s'est enlaidi. C'est-à-dire que parfois, vous avez des éléments, des points de la ville qui sont en chantier ou qui sont des vitres cassées, etc. Ça veut dire que là-dessus, l'État doit intervenir pour pouvoir reconstruire dès qu'il y a un problème, une problématique. Ensuite, il y a une deuxième problématique qui est liée en fait à la présence policière, systématiser les contrôles, systématiser la présence policière pour pouvoir traquer les délinquants qui sont sur le Champ de Mars et d'ailleurs quasiment dans toute la ville de Paris. Et puis après, il y a un autre point qui me paraît aussi essentiel, c'est la question des violences faites aux femmes. Et là-dessus, il faut un programme volontariste, notamment en systématisant les contraventions à l'égard des malfaiteurs qui agressent les femmes dans les transports en commun Mmh. et dans les lieux touristiques. Et puis, il y a un deuxième point aussi qu'il faut se poser, c'est la question de l'immigration, puisqu'il y a des chiffres qui sont assez explicites là-dessus. 93% des agressions dans les transports en commun en Ile-de-France sont le fait d'étrangers. Et là-dessus aussi, il faut marcher sur ces deux jambes-là, à la fois délinquance, lutte contre la délinquance et lutte contre l'immigration. Et vous parliez de TUOC, on parlait de le gouvernement qui veut remplacer le terme d'homicide involontaire lors des accidents de la route, notamment commis sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. Là, l'enquête est en cours. On ne sait pas encore effectivement si le conducteur mis en cause était alcoolisé. En tout cas, c'est un simple changement. Homicide routier, homicide involontaire. Faut-il aller plus loin au fond? C'est symbolique, mais seulement symbolique. Il y a deux éléments, effectivement. Il y a un premier point, c'est en termes d'efficacité de la politique publique. Est-ce que ça va répondre à la problématique des homicides routiers? La réponse est plutôt non. Sur la question, par contre, de la sémantique, je pense que c'est intéressant et je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. Il y a une véritable culture de l'irresponsabilité, alors même qu'on est un pays et dans une civilisation occidentale qui est plutôt individualiste. Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué lorsque j'ai préparé cette émission, c'est qu'en fait, on voit que les deux causes principales des accidents routiers, c'est la vitesse et l'alcool. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière ces deux exemples-là, on a d'autres causes, notamment le non-respect des règles de circulation. En C'est vrai. l'occurrence, c'en est un, qui sont passés de 13% à 22% des cas d'accidents routiers. Et donc, depuis 2019, on voit une augmentation de ce type de problématiques qui font qu'il y a une véritable culture de l'irresponsabilité puisque des gens se permettent de ne pas respecter les règles de circulation. Et là, là encore, l'enquête devra le déterminer puisqu'on voit au fond effectivement du mieux possible. Bien sûr, parce que les fêtes sont à la fois un moment festif pour l'ensemble de la jeunesse et des moins jeunes d'ailleurs de cette partie de la France. C'est aussi un moyen économique de pouvoir faire vivre des territoires qui le méritent bien. Sur la question des violences faites aux femmes, il y a un sujet qui est quand même que les principales violences qui sont faites aux femmes et qui augmentent aujourd'hui sont le fait de comportements dans des lieux à risque. Donc là-dessus, je ne dis pas qu'il faut réduire le nombre de lieux à risque, mais il faut une politique de prévention. Mais surtout, moi, je pense, au-delà de la prévention, c'est un sujet aussi de réponse sécuritaire. Ça veut dire qu'il faut absolument, comme je disais tout à l'heure, systématiser les contraventions, systématiser les peines, qu'il y ait aussi un travail qui soit fait sur les peines pour qu'elles soient beaucoup plus dissuasives et pour qu'il y ait un bénéfice-coût, justement un arbitrage coût-bénéfice qui soit vraiment au détriment de l'action d'agresser une femme dans un thématique. Avec aussi, il faut le dire, une culture vis-à-vis des femmes qui est différente au Champ de Mars qu'à Bayonne, dans la mesure où, sur le Champ de Mars, vous avez un certain nombre de personnes qui viennent de contrées étrangères et qui viennent de cultures complètement différentes et qui ont des repères vis-à-vis des femmes qui sont bien pires. Et c'est pour ça que je vous rappelais tout à l'heure le chiffre de l'insécurité faite aux femmes dans les transports en commun. 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France sont le fait d'étrangers. Ce reportage montre une chose qui est criante et que les pouvoirs publics se refusent à le voir de manière très sérieuse, c'est les problématiques d'aménagement du territoire, et notamment sur la question des infrastructures numériques. On pense souvent, et les émeutes dans les banlieues nous ont fait rappeler que ça serait soi-disant les personnes qui sont dans les banlieues qui seraient, on va dire, coupées de la part des infrastructures de services publics et de services numériques. La réalité, c'est que non. Les personnes qui souffrent le plus de l'isolement lié aux infrastructures numériques qui manquent sont les personnes en territoires ruraux et dans les zones ultramarines. Là-dessus, le plan France très haut débit, il a permis d'avoir une couverture globale du territoire là-dessus, mais par contre, il n'est pas encore en capacité, parce qu'il n'a pas assez de fonds et qu'il n'est pas suffisamment bien orienté pour pouvoir répondre
à la hausse de la criminalité sur le cuivre, sur les différents matériaux qui composent les câbles. Et donc, de fait, vous avez une réponse des pouvoirs publics qui est très faible. Et moi, je vois là un problème majeur qui est la dépossession de l'action politique et de l'action politique publique. C'est-à-dire que vous avez des élus qui se plaignent auprès du pouvoir national de ne pas pouvoir intervenir dans le quotidien des gens, soulager des problématiques qui sont des problématiques majeures, remettre la fibre, remettre le réseau et Internet. Tout ça parce que vous avez une perdition de l'administration qui n'est pas en capacité de pouvoir répondre concrètement de manière urgente aux besoins, c'est-à-dire de manière urgente, c'est-à-dire dans les 15 premiers jours suivant un drame. C'est ça, le problème en tout cas. Un des constats et un des grands enjeux du XXIe siècle pour notre pays, c'est que l'eau va devenir une ressource rare. Le point que je vois, c'est qu'en termes d'infrastructure sur l'adduction d'eau, on a une perte sur le réseau français qui est de 20%. C'est-à-dire que tous les ans, vous avez 20% de la capacité d'eau qui se perd parce que le réseau est vétuste et est mal entretenu. Moi, je pense, et justement, nous plaidons pour que l'on reconstitue une véritable politique d'offre de l'eau qui va s'appuyer sur plusieurs volets. Le premier point, c'est de soutenir les acteurs économiques qui sont dans le domaine de l'eau. On a Suez, on a Veolia, c'est des acteurs économiques qu'il faut soutenir parce que c'est eux qui permettront aux Français d'avoir l'eau partout. Et le deuxième point que je vois, ça va être de continuer de construire des barrages. Il y a 447 barrages, on est sur une tendance qui est plutôt baissière, donc il faut augmenter la rétention d'eau pour pouvoir mieux utiliser en fait et mieux valoriser cette ressource. Et puis le troisième élément que je vois qui va être important, c'est comment vous gérez le cycle de vie de l'eau. Et là-dessus, on a une loi qui a été passée sous le gouvernement d'Édouard Philippe, qui est la loi AGEC, qui permet en fait de faire de l'économie circulaire. Et moi, je pense qu'il faut aller vers ce type de projet pour pouvoir justement réutiliser l'eau. Et ça, par contre, le prérequis pour cela, c'est de moderniser le réseau d'infrastructures d'eau. Un véritable défi. On dit souvent que les hommes politiques manquent de cap et n'ont pas de vision sur ce qu'ils veulent faire. Là, en l'occurrence, Gabriel Attal va plutôt dans le bon sens sur le sujet. Remettre de l'ordre à l'école, lutter contre le harcèlement, c'est des problématiques qui sont nécessaires. Par contre, moi, ce que je vois et ce qui me manquait, je pense, dans le diagnostic que faisait Hugo, votre intervenant, c'est que le harcèlement, ce n'est pas une question d'un élève harceleur, c'est la plupart du temps plusieurs élèves, des dizaines d'élèves harceleurs. Et surtout avec les réseaux sociaux, et d'autant plus avec les réseaux sociaux. Donc là-dessus, comment on va pouvoir sanctionner des dizaines d'élèves sur le sujet ? Moi, je pense que, et c'est là où je suis plutôt en accord avec Gabriel Attal, c'est que la question, ça va être l'ordre à l'établissement, dans l'établissement. L'ordre et l'autorité dans l'établissement. Si l'établissement, aujourd'hui, n'est pas capable de faire régner la sécurité de tous ces élèves-là, dans ces cas-là, il va se retrouver, enfin, les élèves vont se retrouver en grand danger, et notamment dans des dangers de harcèlement. Là où, du coup, si on renverse le paradigme et qu'on change d'idéologie et on arrête d'excuser les élèves qui harcèlent au détriment d'attaquer les élèves qui sont victimes, moi, je pense qu'on va pouvoir changer la dynamique. Et là-dessus, je pense que Gabriel Attal va plutôt dans le bon sens, même si ce sont encore des paroles et c'est quelque chose de symbolique. Il faudra attendre les actes au plus long terme.